le concept, il n'est pas à prendre au sens mathématique, bien sûr, puisque les mathématiciens et les philosophes sont bien obligés de fonctionner avec des concepts. Non, il signifie par là que il n'y a pas de modalité prédéfinie qui peut déterminer qu'une œuvre d'art va atteindre la sensibilité ou la connaissance d'un individu. Il parle surtout de connaissance pour lui. Oui, tout à fait. Mais on le voit très bien, y compris chez les créateurs eux-mêmes, certains types de créateurs qui rentrent dans leur propre dogmatisme. C'est-à-dire quand un metteur en scène de cinéma, je ne vais pas en nommer, mais se met à créer son propre modèle d'année en année, ben, on a pu même lui décerner un grand prix. Eh bien, on s'en détache. C'est pareil pour les peintres. Et l'exemple particulier du génie, c'est celui qui est libre, qui est capable de se reconstituer en permanence en peinture. Bon, c'est Picasso. Picasso absorbe tout. Il absorbe chez le Gréco au départ, puis il absorbe chez Braque, et il interagit avec Braque, et puis et ainsi de suite. Et il en fait quelque chose en permanence de nouveau. Alors ce que dit Kant, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de concept prédéfini, et dès que les créateurs tombent dans leur propre concept, alors là ils ne sont plus créateurs. C'est terminé. Et c'est ce que vous avez remarqué aussi? Ah, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. C'est-à-dire que leur hantise, c'est d'être dans le concept. Et donc aller tout le temps en avant. Et quelquefois, c'est très dur. Fabienne Verdier fait, pour son histoire, j'explique son émotion créatrice. Alors, Fabienne Verdier est quelqu'un qui est dans une famille qui vit en très très grande difficulté, et elle se retrouve dans les collines de l'Ardèche, petite sauvageonne, et c'est là où elle va entendre le bruit des musiques, et ainsi de suite, les musiques de la nature. Et d'où son rapport à la nature, plus un grand-père. Les rôles des grands-parents sont fondamentaux, on n'a pas le temps d'en parler. Le rôle des grands-parents est tout à fait fondamental dans cette affaire-là. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'elle fait pour aller chercher dans les collines du Sichuan? Elle le dit d'ailleurs, elle le dit très bien, elle va chercher cela. Et à partir de là, elle fait une calligraphie avec une œuvre un peu particulière. Et puis un jour, elle change d'outil et elle accouche de quelque chose qui à la fois l'attire et lui fait peur. À tel point qu'elle va cacher son œuvre sous un lit. Et elle ne va pas l'accepter. Parce que cette œuvre ne rend plus compte de son équilibre, elle transfigure son idée qu'elle a de la nature qui est harmonie. Et son œuvre ne produit pas cela. Pour dire à quel point, voilà quelqu'un qui est dans la recherche, mais alors la recherche, ça ne passe pas par la conscience, surtout pas, c'est une émotion. Et son œuvre se trouvait dans la galerie où je la rencontrais. Je dis, mais je l'ai vue en bas. Elle dit oui. Et je dis, comment vous l'avez-vous accepté? Elle me dit, regardez, elle sort son iPhone, et elle me dit, voilà. Quelque temps après, je me suis retrouvé dans mon jardin. Le cerisier avait perdu ses branches. Effectivement, l'œuvre qui était présentée à la galerie peu chère, c'était exactement ce cerisier. Elle n'avait pas copié. Et elle dit, l'œuvre avait perdu les branches, et donc, j'ai compris que si la nature produisait cela, alors je pouvais accepter mon œuvre. Et elle dit, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer comme ce n'était pas possible. Vous voyez, ces moments magiques. Mais ce sont des individus qui sont en permanence dans le renouvellement. En permanence dans la création, parce que si vous n'êtes pas dans le renouvellement, bon, vous faites de la très bonne copie de vous-même, et ça n'intéresse plus personne. Sauf, évidemment, les marchands. Et là, on rentre dans une autre dimension. Évidemment, c'est le business, c'est le statut social du créateur, et ainsi de suite, qui biaise beaucoup de choses. Mais malgré tout, dans ce système qui peut être, qui a des lois qui sont assez étranges, peuvent naître de très très grands créateurs, et vont naître de très grands créateurs. Justement, c'est intéressant ça, parce que l'art contemporain, en tout cas l'art contemporain après la provocation, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui l'art conceptuel.
C'est-à-dire que c'est l'art qui se définit lui-même, et qui est défini par l'auteur. Le vernissage du rien, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire quand même. Le vernissage du rien, où effectivement il n'y a rien à voir. Voilà. C'est-à-dire que si on ne vous dit pas que c'est le vernissage du rien, ça n'a aucun effet sur les gens qui se déplacent pour venir voir l'exposition de peinture. Et c'était Klee qui avait fait ça, à Paris. Et il avait intitulé ça le vernissage du rien. Il y avait ceux qui étaient venus et qui, en voyant rien, avaient crié au scandale. Ceux qui avaient dit c'est pas grave, on attendra les petits fours et le champagne, parce qu'ils savent qu'un vernissage c'est toujours sympa. Et il y a ceux qui ont dit on se prête au jeu. Et ils ont contemplé des murs où il n'y avait rien. Et il y a une femme qui à la fin dit comme ça oh, dans ce rien, j'ai tout vu. Voilà. Donc, non mais c'est fou l'histoire. Ça veut dire que quelque part on est dans du concept, la rencontre entre une idée et la convergence en un individu, mais en même temps, on pourrait dire que c'est presque une escroquerie au regard de l'art dont, enfin, de la façon dont vous en parlez. Oui, on va se mettre à dos tous les arts conceptuels. Oui, dès lors que l'on est dans le business, la détermination à créer, en fait c'est le galeriste qui va faire d'une certaine manière et la cote et le travail du peintre, tout cela peut être dévoyé. Mais je ne doute pas qu'aujourd'hui, dans les systèmes les plus corrompus qui soient, si on admet que le business peut corrompre quelque chose, poussé à l'extrême très certainement, on le voit dans ce domaine comme dans d'autres, mais qu'il y a des créateurs qui ont besoin d'exprimer quelque chose et qui vont utiliser les médiums en cours dans la société pour exprimer à leur manière ces choses-là. Quand je vois une œuvre de Mondrian, comment était-elle perçue à son époque? Moi, je sais, quand je la vois, elle m'apporte du bonheur. Et quand je réfléchis, je dis, mon Dieu, il y a 8 lignes et il y a 4 couleurs. Mais bon, il y a 8 lignes et il y a 4 couleurs, mais il y a un équilibre. Et puis, je sais que je ne vois pas le monde de la même façon parce que j'ai vu Mondrian. Voilà, donc Mondrian m'a transformé. Et ce qu'il a fait, si, c'est un changement radical dans la façon d'exprimer un certain nombre de choses à son époque. Et je suis l'héritier de tout ça. Donc, bon, moi je crois que ce marché, ce business, je dirais pas que Dieu reconnaîtra les siens, mais l'histoire reconnaîtra les siens. Justement, puisque vous parlez de Dieu, quel est leur rapport avec une sorte de mystique ou Dieu ou des choses comme ça? Est-ce que c'est présent chez eux ou c'est pas leur préoccupation? Alors, je n'ai pas posé cette question. Ah, vous la poserez la prochaine fois. Je la poserai la prochaine fois. J'ai quand même posé la question de la relation à la mort. Ah oui, oui, oui. Parce que quand on aborde la question de la mort, celui qui vous parle peut vous parler de Dieu. C'est-à-dire que dans ma méthode de travail, je ne pose jamais les questions de front. Par exemple, pour évoquer une période particulière, quand vous êtes arrivé à Toulon, peut-être, la première fois, pensez à une photo lorsque vous êtes arrivé à Toulon. Vous l'avez en tête. Elle a mis comme une seconde et demie. Vous l'avez, cette photo. Vous dites pas ça pour me faire plaisir. Madame n'est pas comment on appelle ça? Vous avez payé combien avant? J'ai payé autant que tout le monde, vous un peu plus cher. Bon. Mais donc, vous avez une photo. Non, ce n'est pas de la prestidigitation. Il y a tout simplement que dans nos trajectoires, les événements qui sont importants sont gravés là. Et cette photo, si elle est sortie à ce moment-là, c'est que c'est un acte fondateur. C'est-à-dire qu'à partir de cette photo, on peut expliquer beaucoup de choses, de ce que vous êtes, de vos rapports aux personnes et de votre trajectoire de vie. Ça, c'est pas de la divination. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je ne vais pas demander, croyez-vous en Dieu? Et je leur dis, mais est-ce qu'il vous importe que votre œuvre résiste à votre mort? Oui, c'est vrai que c'est plus doux. Non mais là je touche pas. Non, je touche pas à une abstraction qui pour beaucoup est une réalité, mais qui reste à démontrer. Mais la mort, oui, mais c'est une émotion. Non, attendez, moi je suis dans l'émotion. Oui, oui, non, c'est pas. Et donc là, en leur rapprochant de leur mort, et quelquefois ils sont très près, puisque malheureusement, je n'aurais peut-être pas dû poser la question, mais le prix Nobel de chimie est mort sur ces entrefaits. Mais bon.
Entre-temps, il m'a fait visiter la superbe église de Tours qui était juste devant chez lui, et nous avons été aux catacombes. Ah ben c'est bien. Et il est mort sur ses entrefaites. Bon, non, mais bon, là, ce n'est qu'une coïncidence, bien entendu. Donc, je veux dire par là, et là, donc, dans leur rapport à la mort, Dieu n'a jamais été présent chez eux. Je n'ai pas voulu pousser plus loin, mais ce dont j'ai eu conscience, et je me semble que c'est le signe de notre temps, où on est peut-être plus matérialiste que l'on pouvait l'être à l'époque où l'on bâtissait des cathédrales pour se survivre. Je parle au moins pour ceux qui finançaient les cathédrales ou qui faisaient payer aux manants de quoi pour construire la cathédrale qui allait célébrer leur gloire au-delà de l'éternité et dans les cieux. Eh bien, c'est que ce qui compte, c'est ce que l'on est ici et maintenant. Donc, ils sont très matérialistes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas spiritualistes. Et ce n'est pas la peur de mourir qui les pousse à produire. C'est la recherche de l'équilibre. C'est ce que j'ai été, ce que je suis, et ce qui me porte, qui me pousse à créer, et non pas ce que je laisserai une fois que j'aurai disparu. Ça, c'est une constante chez tous.